comment réussir sa vie de couple. Donc, quand on sait, tout à l'heure, je disais que c'est pas tout le monde qui doit aller, on ne va pas décider, on décide pas de se mettre en couple du jour au lendemain. Oui. Parce que, ou alors on se met en couple pour vu l'effet de mode, on a vu tel qui s'est mis en couple, qui s'est marié. Parce que se mettre en couple, ce n'est pas forcément aller toujours signer l'acte de mariage. Mais on a vu une amie qui va vivre avec un autre gars. Et puis on se dit, ça se passe plutôt bien. On voit comment ils sont un peu amoureux là. Et du coup, nous aussi, ça fait en sorte que, je peux aussi. Est-ce que j'ai les capacités à pouvoir le faire? Qu'est-ce qui devrait me motiver à me mettre en couple? Oui, parce qu'au-delà de ça, il y a même des gens qui se mettent en couple pour des intérêts financiers. Exactement. Donc, il y a beaucoup de raisons, sauf par amour. Donc, ce qui devrait nous pousser à se mettre en couple, c'est l'amour. Et pour qu'on se mette en couple, on doit avoir de la maturité. Parce que la vie de couple, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Je voudrais d'abord qu'on définisse ce que c'est que la vie de couple. La vie de couple, c'est une ambiance, un environnement dans lequel deux personnes se partagent, vivent, apprennent à se connaître. Ça, c'est important. Que les gens ils apprennent à se connaître. Et puis, ils essaient de faire en sorte que chacun connaisse les désirs, les besoins et les désirs de l'autre. La vie de couple, c'est un lieu où on partage et on échange. C'est-à-dire que je te donne mon amour, je te donne mon cœur et en retour, tu me donnes le tien. Maintenant, on peut partager le salaire, on peut partager les frais, on peut partager les décharges, on peut partager beaucoup de choses. Donc, c'est le lieu par excellence où de partage et d'échange. Maintenant, la réussite, c'est quoi? Réussite, c'est quoi? C'est le fait d'atteindre un objectif, d'obtenir de bons résultats, d'avoir une belle issue. Donc, quand on voit ça, on se dit que pour avoir une issue, ça veut dire qu'il faut quand même faire du travail. Il faut faire des efforts, fournir des efforts derrière. Maintenant, pour réussir sa vie de couple où on apprend à se connaître et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait? On doit être mieux. On doit bien choisir son conjoint. C'est-à-dire on revient toujours sur le bien choisir son conjoint là. Parce que tout part de là. Si on choisit bien son conjoint, maintenant c'est avec plaisir que on va apprendre à le connaître. C'est avec plaisir qu'on va apprendre à connaître ses désirs, ses besoins et ainsi de suite. Et tout ça, ça demande aussi la patience dans la vie de couple parce que c'est des efforts qu'on fournit. Maintenant, pour qu'on apprenne à connaître l'autre, il nous faut un peu de temps. Et si on ne prend pas ce temps-là, si on n'est pas patient, ça ne marchera pas. Il faut qu'on ait la maturité même affective, qu'on ait la maturité sur le plan mental et ainsi de suite. Parce que parfois, ça va choquer. Or, beaucoup de gens ne font pas justement cet effort. C'est-à-dire, les gens se mettent en couple pour des raisons qu'on a citées là et pour d'autres. Et puis, quand on demande à une personne, à une jeune fille par exemple, quels sont les critères d'un bon mari? Il faut voir peut-être que nous-mêmes quand on était jeunes, c'est les mêmes critères qu'on avait. Beau, grand, intelligent, riche. Le genre Muriel Blanche et son mari. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est un bon couple. Oui. Il a l'argent, il est riche, il est intelligent, il est jeune, il va m'apporter, il va me donner cela, il va. On oublie ce que nous-mêmes nous allons apporter parce que disons que réussir, je répète que réussir, c'est atteindre un objectif, c'est avoir de bons résultats. Donc dans tout ce qu'on dit, il va me donner. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on apporte dans le couple? Ça, c'est déjà un premier échec qu'on entrevoit. Ouais. Maintenant, si on demande à un garçon les critères d'une bonne épouse, il doit savoir qu'un homme n'est jamais fidèle. Oui, justement, parce que justement, ce matin, on échangeait avec des camarades, sur la vie de couple et puis le fait que quelqu'un demandait aux femmes d'avoir des assistantes.
Assistante, c'est-à-dire, quand on dit assistante, tu peux comprendre Oui, ce que ça veut dire, oui, tout à fait, oui, oui. Et beaucoup de femmes, la plupart d'entre nous répondaient, les assistantes, on n'en a pas peur. On n'a pas peur d'avoir des assistantes. C'était avant qu'on était encore, voilà, où on pouvait aller dire que oui, une fille dehors, ça va énerver. Moi, ça va énerver. Mais aujourd'hui, c'est les femmes même qui poussent même les hommes à aller voir dehors, que vraiment j'ai besoin de repos. Essaie de te battre avec quelqu'un d'abord, là, vraiment. Ah bon, à ce point? Bah, il y a des femmes qui font ça. Oui, non, il y en a, c'est vrai. Parce qu'il faut avoir un certain degré de... À l'époque, hein, quand les femmes n'accouchaient pas, elles-mêmes partaient prendre des co-épouses pour que leur mari ait une progéniture. On a vu ce que ça a donné. Donc, parfois on dit oui, j'ai besoin de repos et tout ça. Quand il s'en va, ce qui ramène à l'intérieur, c'est-à-dire je vois que l'être humain s'éloigne de plus en plus de tout ce qui est normal. Et après, ça le rattrape. Donc, le mariage, comme on est en train de décrire, la vie de couple, ça demande donc tous ces efforts. Or, les gens qui ne sont pas prêts à faire les efforts, ils vont par exemple dire ça, j'ai besoin de repos, il faut que tu prennes une femme parce que là-bas, tu vas manger là-bas, elle va laver tes habits, elle va. Parce qu'elle n'est pas capable. Donc c'est pour ça qu'elle va pousser l'autre à l'extérieur. Mais est-ce qu'alors à ce moment, est-ce que ça devrait être une sorte de préparation à une vie de couple? Non. Non. Est-ce que ça devait rentrer dans une préparation à une vie de couple? Non, voilà, parce que ça ne fait pas partie des efforts. Voilà. Donc on dit que dans la vie de couple, nous devons faire des efforts. Parce que pour obtenir de bons résultats, ça veut dire qu'on doit faire des actions qui vont nous amener à obtenir ces bons résultats. Or, si on pense déjà qu'on va avoir une personne chez qui il va aller manger, on va repasser ses habits et tout, ça veut dire que personnellement, on n'est pas prêt à faire cet effort-là. Donc ça veut dire que ça a déjà été biaisé dans la motivation de se mettre. Voilà. C'est-à-dire quand on te dit, par exemple, pour un homme, il dit, vraiment, j'en peux plus, je peux plus laver mes vêtements seul, je peux plus, etc. Alors, il me faut, je peux me mettre en couple. Donc, en fait, pour lui, il cherche une ménagère, celle qui va venir s'occuper de ses enfants. Donc, ça veut dire que les données sont déjà biaisées. Oui. Voilà autant de choses. Donc, un homme, il ne peut plus laver les habits, il ne peut plus. Il ne dit pas qu'il veut une femme qu'il aime. Il veut une femme qui va venir lui donner quelque chose. Donc, si on fait des efforts, tous, de savoir que quand on va se marier, on se demande, on va se mettre en couple, on va se marier, je préfère parler du mariage, parce que c'est ça qui est officiel. Quand on va se marier, on se demande qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Mais les gens ont peur de se poser cette question parce que c'est dire, ah, si moi je lui donne et que lui il me donne rien en retour. Voilà justement. Donnons, faisons confiance jusqu'à ce que l'autre nous montre que nous n'avons plus raison de lui faire confiance. Donnons-lui jusqu'à ce qu'il nous montre que nous n'avons pas besoin de lui donner. Parce qu'on voit donc maintenant, finalement, dans le couple, chacun s'attend à ce que l'autre fasse la première fois. Chacun s'attend à ce que l'autre fasse des efforts. Finalement, personne ne fait rien. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes. Donc, quand les gens veulent se marier, quand ils veulent se mettre en couple, quand ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce que je suis capable d'apporter? Dans 10 ans, comment je vais voir la personne? Maintenant, si la personne a, par exemple, un accident, ce qu'on ne souhaite pas dans le couple, est-ce que je serai la même? Il faut se poser beaucoup de questions. Donc, il y a par exemple les gens qui se marient. J'ai vu dans une chaîne de télévision étrangère des personnes, des jeunes filles et des jeunes messieurs qui ont épousé des personnes qui sont beaucoup plus âgées qu'eux. Au départ, ça peut être bien, mais on avait demandé à une jeune fille que maintenant ça va. Mais quand le monsieur va prendre de l'âge, est-ce que vous aurez encore de l'amour pour lui? Parce qu'après, ce sera un vieux qui est avec une jeune fille. Il va falloir s'occuper de lui comme si vous vous occupiez de votre père et ainsi de suite. Est-ce que ce sera encore pareil? Donc, il y a des gens que ça ne dérange pas. D'autres, s'ils voient que ça les dérange, ils ont intérêt à ne pas s'engager. Donc, c'est cette honnêteté-là qu'il faut avoir dans le couple. Or, beaucoup de gens ne sont plus honnêtes. Donc, je voudrais répéter quelque chose, signaler quelque chose qui est important. Se mettre en couple, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la vie en rose. Réussir, ça veut dire qu'on a surmonté beaucoup d'obstacles.
Et c'est au bout de cet obstacle qu'on réussit notre vie. Donc, nous devons savoir que la vie des couples nous demande du travail. Ça demande qu'on surmonte les obstacles. Le succès, c'est aussi la capacité de surmonter les obstacles. On voit par exemple les grands artistes. Ils ont fait comment pour devenir des grands artistes? Ils ont travaillé dur. On voit des gens qui ont des grandes entreprises. Pour que quelqu'un devienne une multinationale, une entreprise devienne une multinationale, ça veut dire qu'elle a beaucoup travaillé en interne et en externe. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à se positionner. Donc, nous aussi, ne pensons pas que la vie de couple réussie, c'est une vie de couple dans laquelle on ne pourra pas avoir de problèmes, dans laquelle tout ne sera servi dans un plateau en or. Non. Ça veut dire que si on réussit, ça veut dire qu'on a fait des efforts, on a vraiment mis le paquet pour que tout aille bien. Et qu'on a choisi à la base le conjoint qu'il nous fallait. Voilà. Oui. Oui, le conjoint qu'il nous fallait. Parce que maintenant, quels sont les critères qui rentrent en jeu pour une vie de couple réussie? Les critères, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'il faut faire exactement pour rendre notre vie de couple réussie? Réussie, oui. Il faut l'honnêteté. Là, je vais parler sur la base, comme tout le monde le sait, je travaille beaucoup dans les familles. Donc, je dis aussi beaucoup de choses par expérience. Il faut l'honnêteté. Je vois qu'il manque beaucoup d'honnêteté dans les couples. Ça veut dire que c'est même le plus gros. Oui. Ça fait partie d'une des plus grosses qualités qu'il faudrait avoir. Oui. Il manque beaucoup d'honnêteté. Oh là là. Donc, ceux qui nous regardent, vraiment, ils doivent savoir que l'honnêteté est importante. C'est très important dans le couple. Or, ça manque beaucoup. Les gens viennent, ils cachent beaucoup de choses. Ils se disent que si mon conjoint ou ma conjointe fait ça, je vais réagir comme ça. S'il me dit telle chose, je vais lui répondre comme ça et ainsi de suite. C'est-à-dire, on a déjà tout le schéma dans la tête. On vient seulement le mettre en pratique dans le couple. Il faut aussi avoir un bel état d'esprit. C'est-à-dire, une ouverture d'esprit va faire en sorte qu'on réussisse à avoir une bonne communication. Parce que quand on se marie, on doit savoir que chacun vient regarder dans un environnement différent du nôtre. Chacun a une culture qui est différente, même si on est de la même culture. Donc, le fait qu'on ait grandi dans des environnements différents, chacun peut interpréter la culture comme différemment de l'autre. Donc, parfois, on va voir dans un couple, le monsieur est l'aîné de sa famille. Donc, on lui a appris à être responsable dès le bas âge. Madame est la dernière de la famille. On l'a trop dorlotée. Quand les deux là se retrouvent ensemble, ça peut faire des clashs. Pas forcément parce que l'un ou l'autre est méchant, mais c'est parce que madame ayant été la dernière de la famille qu'on a dorlotée, elle va s'attendre à ce que monsieur lui passe toutes ses caprices, qu'il la dorlote, qu'il soit à son écoute. L'autre aussi qui a eu l'habitude de mettre la famille au pas, va vouloir que la femme se mette au pas. Donc ça va demander qu'on ait une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que l'un ne demande pas trop à l'autre. C'est-à-dire qu'ils devront travailler pour avoir une position d'équilibre. La semaine dernière, on parlait du partage du pouvoir. Du partage du pouvoir. Voilà. Donc là, le partage du pouvoir va intervenir. Oui. Donc notre état d'esprit compte beaucoup dans le couple. Si on a un bel état d'esprit, si on a une ouverture d'esprit, ça va faciliter les échanges dans le couple. Ça va faciliter la compréhension. Maintenant, il faut aussi être quelqu'un qui est respectueux. Parce que le manque de respect dans le couple aussi est criard. Des gens, quand ils sont encore au début, chacun fait attention. Mais une fois qu'ils se mettent ensemble, c'est comme si chacun se dit que ok, je m'en fous. Je peux lui dire n'importe quoi. De toute façon, on est mariés. Comme certains disent, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Donc, quand on est marié, on n'a plus d'efforts à faire. L'acte de mariage est là. C'est même là où l'effort commence. C'est là où l'effort commence. Puisqu'on a parlé de l'effort, réussir, c'est quoi? Donc, on doit toujours se rappeler ce que c'est que réussir. Donc, réussir, c'est quoi? Réussir, c'est obtenir de bons résultats. Donc, on doit respecter. Surtout, les hommes disent souvent que ma femme ne m'aime pas, mais qu'elle me respecte. Le respect, c'est important. Donc, moi, si on me demande les critères d'un bon mari,
je dirais qu'il doit être respectueux et compréhensif. Parce que quelqu'un qui te comprend et qui te respecte, il y a de fortes chances que vous fassiez beaucoup de choses ensemble. Ensemble. Oui. Donc maintenant aussi, il y a la vision. Voilà. La vision aussi va rentrer dans le critère du choix du mari. Est-ce qu'on a la même vision? Parce que la vision, là, est compliquée. Hein? Les gens sont vus, quelqu'un a encore vu Mireille grâce à la télé. Parce que ceux qui nous voient à la télé, moi, à un moment donné, les hommes disaient qu'ils ont envie d'entrer en contact avec moi parce que je parle bien et tout ça. Je dis que oui, je parle, mais quelqu'un se dit que comme j'explique, ça veut dire que même s'il fait n'importe quoi, je vais le supporter parce que j'essaie de donner les conseils. Non, je choisis la personne avec qui je vais me mettre en couple. Être une bonne femme, ça ne veut pas dire que tu acceptes tout. C'est pas ce que je dis quand je donne des conseils. Voilà. Donc, la vision, c'est quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on a la même façon d'appréhender les choses? Est-ce qu'on apprécie les mêmes choses? Est-ce qu'on a la même vision de l'avenir? Donc, on veut se mettre... quelqu'un veut, par exemple, faire des affaires. Quelqu'un est un homme d'affaires, un businessman. Il va épouser une femme qui est, je ne sais pas moi, femme au foyer. Donc, est-ce qu'elle a la même vision des affaires? Est-ce qu'elle sait qu'elle doit soutenir son mari? Est-ce qu'elle est préparée à un certain nombre de choses? On n'a pas la même vision, parce que quand elle va arriver dans le couple, elle va voir que monsieur est toujours en train de monter, descendre. Or, elle n'avait pas prévu ça. Est-ce que, puis peut-être monsieur voudrait que, ok, comme lui il a beaucoup de travail, il va prendre sa femme, ils vont travailler ensemble. La femme n'avait pas prévu qu'elle va aller faire les affaires, elle ne comprend rien dans le milieu des affaires. Donc on doit avoir la même vision de l'avenir, la même vision des choses. Et maintenant, on doit avoir la maturité. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. La maturité intervient pourquoi? Parce que en Afrique, le mariage, ça se passe entre deux familles. Hein. Et même en Europe, hein, ils ne sont pas nombreux, mais quelqu'un peut être enfant unique et les parents lui sont très attachés. Oui. Donc, quand on va se marier, on doit avoir de la maturité. C'est clair. La maturité demande quoi? La maturité voudrait que si on trouve qu'un homme ou une femme a déjà des enfants, qu'on accepte ces enfants. On ne dit pas forcément qu'on doit les aider, on doit leur faire ci ou ça, mais qu'on accepte ces enfants. Or, quand on n'est pas mature, on veut dire que l'autre a des enfants, on voit dans quelle mesure on va le couper de ses enfants. Son père, leurs parents vivent, non? Leur père vit ou leur mère vit, qui partent chez les enfants. Maintenant, la maturité va nous amener à comprendre qu'on ne doit pas couper notre partenaire de son environnement social. Or, beaucoup de gens font aussi ça. Quand on va se marier, on coupe complètement le partenaire de son environnement social. Ça veut dire que, surtout de ses parents proches, on ne veut pas de la belle-mère et des amis et ainsi de suite. Les amis toxiques, il faut les mettre de côté. Mais pour l'épanouissement de l'homme ou de la femme, il faut l'environnement social. Parce que là où on a grandi, là où on vient, le milieu dans lequel on sort, on a grandi, ça nous influence beaucoup. Donc maintenant, que certaines personnes, surtout les femmes, hein, elles ont tendance à se plaindre. Par exemple, que mon mari, si on tombe sur un mari qui aime beaucoup sa famille, qui aime beaucoup sa mère, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit de tuer sa mère ou de tuer sa famille, ou bien on tombe sur une femme qui est très attachée à sa famille. Peut-être la femme est enfant unique, peut-être que la famille est trop soudée, parce qu'il y a des familles qui sont très unies hein, et qui sont très organisées. Donc une personne va sortir de là, elle va aller se marier, peut-être épouser quelqu'un d'autre qui n'est pas trop famille. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se demander, qu'est-ce que la famille de mon partenaire fait pour qu'il l'aime autant? Pourquoi mon partenaire ou ma partenaire aime autant sa mère? Et ainsi de suite. Au lieu de chercher à combattre, cherchons pourquoi, les raisons qui poussent l'autre à s'attacher à telle personne ou à telle autre. Peut-être que nous, on n'a pas de qualités que ceux-là ont. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils se retrouvent avec eux. Et peut-être qu'on n'a pas accepté qu'une fois par mois, je dis n'importe quoi, hein, que les autres se retrouvent dans la famille. Mais quand on va épouser quelqu'un
qui est dans une famille organisée, essayons de faire la part des choses. Ça, je peux faire, ça, je peux faire. Par contre, là, je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Oui, par exemple, la réunion de famille, si ils disent qu'il faut venir, c'est le couple qui doit partir. Pourquoi? Ça ne va pas nous tuer. Donc, ça nous permet de nous intégrer dans la famille. Il y a des gens qui disent que je vais dans la réunion de famille, mais moi, je n'aime pas que les gens viennent habiter chez moi. J'aime avoir mon intimité. Mon espace à moi. Mon espace à moi, voilà. Il faut aussi accepter ça. Et tout ça, quand on a un bel état d'esprit, quand on a la même vision, donc on arrive à résoudre pas mal de problèmes. Or, beaucoup de gens, quand les problèmes surviennent, on commence déjà à voir dans quelle mesure on va attaquer l'autre, dans quelle mesure on va combattre. Il faut qu'on gagne. Je dois gagner, je ne perds jamais, hein, on ne me domine pas, et ainsi de suite. On doit savoir que le couple est comme une équipe. Dans une équipe de football, par exemple, pour le peu que je connais, dans une équipe de football, les gens ils mutualisent leurs efforts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des efforts pour pouvoir lutter contre l'adversaire. Donc, la vie de couple, c'est aussi ça. C'est le couple d'équipe de football. Ouais. Oui, ils font des efforts ensemble, ils font des entraînements ensemble, ils font tout pour que ils gagnent. Maintenant, l'adversaire dans la vie de couple, c'est quoi? C'est les problèmes. Les problèmes, c'est comme l'équipe adverse. D'accord. Donc, quand on a envie d'avoir une belle vie de couple, c'est que nous, on est dans notre équipe, et puis notre adversaire, c'est les problèmes qui surviennent. Donc, quand les problèmes surviennent, au lieu de s'attaquer l'un à l'autre, on doit plutôt attaquer le problème. Et ça demande d'avoir une communication constructive. Ça demande d'être honnête parce que on a, au contraire, on est des gens qui sont honnêtes, on a beaucoup de manipulateurs. C'est-à-dire quelqu'un voit que... En ce qui concerne justement, en termes de manipulateurs, de plus en plus, mais ça commence déjà dès le bas âge, et que ça, si ce n'est pas vite décelé pour pouvoir éradiquer ça sur l'enfant, c'est sa future compagne qui va avoir des problèmes. Des problèmes. Oui, parce que les enfants, au départ, ils sont naïfs, ils sont innocents. Donc, quand un enfant, il fait quelque chose, par exemple, j'avais mon fils, il avait des cartes. Un jour, il prend une carte, il dit, oui, voici la carte que j'ai déchirée, parce qu'il est naïf. Et il sait qu'on ne le punit pas, il dit ça, on rit. Mais le même enfant, quand il va avoir 7-8 ans, il sait que s'il déchire la carte, on va le taper, on va le punir. Il aura tendance à vouloir mentir. Donc maintenant, les enfants, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent, ils arrachent même. Et après, quand on commence à leur donner des restrictions, ils commencent à vouloir utiliser des chemins détournés, à vouloir nous manipuler. Donc, comme tu dis, on détecte ça dans l'enfant. Si on ne casse pas ça, ça continue. Maintenant, des gens qui n'arrivent pas à gérer une vie, qui ne sont pas sociables, qui ne sont pas capables d'entretenir une femme ou un homme, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils ne sont pas prêts à faire ces efforts-là. Et ils veulent avoir le contrôle sur tout. Donc je maîtrise la situation. Du coup, moi, je ne fais pas d'efforts. C'est l'autre qui fait tous les efforts pour me satisfaire. C'est là où la manipulation commence. Parce que nous, on n'a pas d'efforts à faire, mais on a envie de vivre bien. On n'a pas envie que l'autre nous dérange. On n'a pas envie que la famille nous dérange, et ainsi de suite. Donc, on devient manipulateur. Et on voit... Et quand on devient un pervers narcissique, on est prêt à tout, hein. Quitte à ce que les gens meurent. Ou on voit plutôt beaucoup de gens, dans beaucoup de familles, des gens font des dépressions. Donc, quitte à ce que vous fassiez une dépression ou quoi, tant que le manipulateur, lui, il est satisfait dans son ego, il n'y a pas de problème. Donc, l'effort est important. Faisons les efforts, posons des actes. Au bout du compte, on est content. Hein? On est content parce que quand on voit ce qu'on apporte à l'autre, quand on voit... la Bible même dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Donc quand on donne, on voit quelqu'un qui est content. On voit qu'on a transformé la vie de quelqu'un. Nous-mêmes, ça nous apporte sur le plan moral.
une satisfaction morale qui est énorme. Et la satisfaction morale, là, ça dépasse l'argent. Ça dépasse les richesses qu'on peut avoir. Parce que là, c'est à l'intérieur de nous. Ouais. Mais justement, quand on parle pour réussir sa vie de couple, il y a quand même des idées à explorer. Parce que, en termes, par exemple, on parle de communication efficace. Comment avoir une communication efficace constructive dans une relation, dans un couple? La communication constructive, c'est une communication dans laquelle on tient compte des sentiments de l'autre, on tient compte de ses besoins, on tient compte de ses limites. Et dans cette communication, on a envie de retirer quelque chose de bon. Donc, ça fait qu'on ne tire pas sur l'autre. On évite le tu accusateur. C'est-à-dire, on exprime ses sentiments, son ressenti, au lieu de tirer sur l'autre. Par exemple, s'il y a eu un problème, au lieu de dire que tu ne comprends jamais, tu ne m'aimes pas, et ainsi de suite, on est déjà en train d'accuser l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le réflexe de se défendre. Comment tu dis que je ne t'aime pas alors que je te donne l'argent de nourriture, alors que je m'occupe des enfants, alors que je m'occupe de ton père? Bon, maintenant, on peut par exemple dire que si tu m'as humilié, tu m'as parlé hier devant tes amis, tu m'as grondé devant tes amis ou bien devant les enfants, je me suis senti humilié. Là, on est en train d'exprimer son ressenti. Au lieu de dire que tu m'as humilié ou bien tu ne m'aimes pas, comme tu m'as parlé comme ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu ne me respectes jamais et tout. Donc, l'autre comprend que quand je parle à mon partenaire, à mon mari ou à ma femme devant les enfants, quand je lui fais des reproches devant les enfants, elle se sent humiliée. Oui, donc si je vais lui faire des reproches, j'attends qu'on soit dans un autre cadre pour lui faire des reproches. Oui. Donc, voilà. Oui, vas-y. Donc, beaucoup de gens ignorent ça et certains ne veulent même pas qu'on leur parle de ça. C'est-à-dire, au contraire, ils pensent que si je menace, si je mets la pression à l'autre, il va avoir peur de moi. Il va, de gré ou de force, il va me respecter. Et ce qui arrive souvent, c'est quoi? Quand autre chose, c'est le mensonge. Parce que quand on a déjà posé un acte, on voit qu'on a blessé l'autre. Il nous en parle. Au lieu de reconnaître l'erreur que nous avons faite, de nous excuser, on commence à discuter. Et après, on tombe dans le mensonge. Parfois, on voit dans le couple, quand on veut résoudre leurs problèmes, le monsieur ou madame se met à mentir pour avoir raison. Il ne faut pas chercher à absolument avoir raison, il faut chercher à résoudre le problème. Et plus la personne comprend qu'elle est coincée, plus elle ajoute le mensonge. Donc, il faut être honnête envers son partenaire. Pourquoi? Parce que je peux aller discuter dans la famille ou chez des amis. Je mens sur l'autre. Et on me donne raison. Mais je suis en train de détruire notre relation personnelle. Parce que quand j'ai menti comme ça, l'autre dit que, ok, les gens t'ont donné raison, mais moi, je te fais plus confiance. Exact. Le mensonge fait en sorte que la confiance disparaisse. Donc, quand on a envie de réussir sa vie de couple, on doit apprendre à accepter ses erreurs. Et maintenant, on doit aussi apprendre de l'autre côté à pardonner. Parce qu'il y a des gens, même s'il y a n'importe quoi, comme mon partenaire m'a fait telle chose, je ne peux même pas lui pardonner ça. Pendant le week-end, j'ai regardé la vidéo d'une dame, elle parlait d'un couple. Elle dit que voilà, une personne, un couple qui avait invité un ami à la maison. Et ils ont bien causé. Et la femme, pendant que son mari était en train de discuter avec son ami, elle est partie dans la chambre. Il avait oublié le téléphone à la maison, dans la chambre. Et elle a lu un message qui l'a certainement contrarié. Elle s'est mise à crier. Et son mari allait la suivre dans la chambre. Et ils ont commencé à lutter. L'ami du mari est resté au salon. Après, il s'est dit, bon, comme ils font trop de bruit, je suis obligé d'aller voir ce qui se passe. Et il essaie de séparer la femme. On lui dit du tout, non, rien à faire. On appelle la famille la même nuit, rien à faire. On appelle, elle dit qu'elle ne veut pas. Après, on réussit à la calmer, elle va dans la chambre. Et les frères du mari se disent que bon, ben voilà, comme elle s'est calmée, nous allons partir.
Et l'ami du mari s'est dit, bon, je reste encore jusqu'à un certain moment, le temps de me rassurer qu'elle dort déjà. Avec 1h du matin, il s'en va. La colère de la femme a repris, hein. Parce que pendant qu'on la séparait, elle casse des bouteilles, elle prend des trucs pour les armes blanches pour faire du mal à son mari. Et la dame dit qu'au petit matin, c'est le petit frère du mari qui appelle l'ami de son mari et dit que voilà, viens nous suivre à la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que la colère de la femme de notre frère ne s'est pas calmée. Quand nous tous on est partis, elle s'est relevée, elle a pris quelque chose et elle a tué son mari. Le voilà qu'on est en train de mettre à la morgue. C'est arrivé à la morgue que ses yeux se sont ouverts. Elle commence donc à demander les excuses. Donc, il y a des gens qui ont une colère noire. Mais gérer, il faut savoir gérer ses émotions en même temps. Oui. Bref, on y revient. On va aller poser la question à l'homme de la rue. Comment réussir sa vie de couple? Je ne te dis pas, Cathy, tu seras surprise par les réponses des Camerounais. Le Vox Pop signé Thierry Onde. Pour réussir sa vie de couple, il faut juste être l'esclave de la femme. Puisque à nos jours, les femmes veulent toujours nous dicter. Donc, pour que tout aille bien, il faut être l'esclave de la femme. En fait, pour moi, pour réussir une vie de couple de nos jours, étant jeune, il faut d'abord avoir un travail pour mieux réussir ta vie. Parce que de nos jours, si tu as un jeune qui n'a pas d'argent, il ne peut pas se marier. Et ne pense pas qu'un jeune sans argent peut se marier. Sinon, celui-là, il va seulement passer au temps, avoir telle copine, il ne pourra jamais. Et la femme aussi, c'est un être qui aime franchement l'argent. Et tu ne peux pas rester avec une femme si tu n'as pas d'argent. Déjà, quand tu as l'argent, tu as toutes les femmes d'abord. Déjà. Et pour moi, pour réussir la vie de couple, il faut vraiment avoir un bon travail et prendre soin de sa famille. C'est d'abord ça. Et être responsable. C'est pas aussi parce que tu as le travail que tu vas aussi avoir toujours des femmes. Il faut aussi avoir une bonne femme qui peut pouvoir aussi t'accompagner dans ça. Que bon, tu as l'argent, il faut que nous fassions ceci, nous faisons cela avec cet argent. Et déjà, quand tu as une femme qui réfléchit, c'est aussi une bonne chose. Il y a certaines qui ne réfléchissent même pas. Tu as ton argent, elle passe plutôt le temps à te dire chaque week-end, il faut qu'on parte dans tel endroit boire, il faut qu'on aille dans tel endroit manger. Donc là, ça c'est pas une vie de couple, ça. Ça c'est ce qu'on appelle les teasers. Donc, pour essayer une vie de couple, un jeune doit se battre. En fait, déjà, le couple, ce qu'il faut dire, c'est que le dialogue, la conversation, l'entente, le pardon, voilà les principaux mots, les mots maîtres pour la réussite d'un bon couple. Il faut dialoguer, il faut pardonner. C'est un peu ça. Pour réussir sa vie de couple en Afrique, premièrement, il faut être soumise à son conjoint. Parce que de nos jours, les jeunes filles ne supportent plus la galère, la souffrance. Mais quand il y a l'entente entre l'homme et la femme, je crois que le foyer peut aller à merveille. Les femmes ne doivent plus baisser les bras, attendre tout sur place. Non plus les hommes de comprimer les femmes dans les maisons, ils doivent donner la liberté à leurs femmes de chercher 1 + 1 font 2. Parce que la vie est déjà chère au Cameroun. La vie de couple, mon fils, c'est d'abord, premièrement, c'est le dialogue. Le dialogue dans la famille. Quand il y a le dialogue, il y a la réussite. Donc, c'est ce que moi, je vous réponds pour la vie de couple pour le moment. Le dialogue. Et les enfants aussi réussissent. Les enfants aussi se comportent bien avec les parents. Et les parents montrent aux enfants comment ils doivent évoluer, comment ils doivent réussir dans leur vie. Je vais reprendre les paroles de Sainte Thérèse qui disait aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors, si on s'aime vraiment, il faudrait qu'on soit capable de donner tout à celui qu'on estime. Alors, pour réussir dans sa vie de couple, il s'agit donc ici de se priver et de faire plaisir à l'autre, parce que on ne peut pas dire ou bien affirmer qu'on aime quelqu'un
Pourtant, on fait subir à la personne des services corporels ou des choses qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, je crois que pour réussir sa vie de couple, ça demande beaucoup de sacrifices énormes. Des sacrifices énormes, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure en amont, que des sacrifices tels que se priver de certaines choses pour satisfaire la personne qu'on est. Donc, c'est sur cette lancée et sur cette dire de Sainte Thérèse qui disait que aimer, c'est aimer et se donner soi-même. Donc, il faut se donner. Alors, pour témoigner de son amour, il faudrait le matérialiser par la privation de soi et faire plaisir à l'autre. Donc je crois que c'est comme ceci que je pourrais répondre facilement, de façon terre à terre à la question. Pour réussir sa vie de couple, il faut être l'esclave de la femme. Il y a les hommes. Tu sens quelqu'un qui a été bien touché. Oui, c'est un blessé de guerre. Un blessé de guerre. Au vu de tout ceci, de ces commentaires, de ces avis, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que la plupart, c'est les hommes qui parlent. Oui, je ne dirais pas qu'il faut être esclave. Il y a une maman qui avait dit un jour que quand tu vois deux personnes qui sont restées longtemps ensemble, ça veut dire que l'un a donné sa tête à l'autre pour qu'il coupe. Ça revient au commentaire. Oui, une personne s'est sacrifiée. C'est vrai que la vie de couple demande quand même des sacrifices. Hein, parce que si on est ensemble, on est obligé de faire des sacrifices parfois pour satisfaire à l'autre. Et on est obligé de se priver de certaines choses pour faire plaisir à son partenaire. Ça, c'est les deux qui le font. Si c'est une personne qui fait des sacrifices tout le temps, ça veut dire que ce n'est pas normal. Mais chacun, on a dit que c'est l'échange et le partage. Donc chacun doit voir, doit discerner ce que l'autre veut. Qu'est-ce qu'il doit faire à un moment précis. Et il le fait. Donc il y a des gens qui ont parlé de la communication. On parlait de la communication. Il faut avoir une communication constructive. La communication constructive nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Et l'autre, il y a une personne qui a parlé de la soumission. La soumission de la femme est importante. Hein. On a tendance à vouloir dire que non, la femme, elle ne doit plus être soumise. Non, la soumission a sa place. Qui dit que là, on a tendance à dire que la femme ne doit pas être soumise? C'est ce qu'on voit de plus en plus. Non, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Oui, on voit comme en Europe, on dit qu'il n'y a pas de soumission de la femme. Moi, je pense qu'une femme devrait être soumise, mais à condition qu'elle soit aimée. Pas qu'à condition, parce que moi, je dis pas qu'à condition. Moi, j'ai pour habitude de dire la soumission est le résultat de l'amour. Oui, c'est-à-dire la femme doit être soumise à son mari. Et le mari, justement, doit aimer sa femme. Parce que quand on aime une femme qui est soumise, on ne l'abrutit pas. Non, mais elle ne devient pas l'esclave. Moi, je pense que quand une femme est aimée, elle se soumet automatiquement. Oui, mais c'est qu'on dit... C'est pour cette raison que même dans la Bible, on commence toujours par... On n'a pas commencé par la femme, on commence par l'homme, parce que c'est lui la tête. On dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est pourquoi je dis, la soumission est le résultat de l'amour. Je te promets, Cathy, une femme qui se sent aimée par son joint, elle n'a pas besoin qu'on réclame la soumission. L'homme voit la soumission automatique. On pouvait parler aussi du contraire, hein, que la femme qui ne sent pas le respect peut ne pas aimer son mari. C'est pour ça que, comme je l'ai dit au début, que chacun fasse son devoir. La femme peut aussi amener son mari à l'aimer à travers le respect. Donc, chacun fait son devoir. La soumission de la femme, c'est pourquoi? C'est pour des besoins d'ordre. C'est comme il y a un chef. Comme toi, tu peux être chef ici, tu as ton équipe. Ça ne veut pas dire que les équipes, là, c'est toi qui as le droit de vie et de mort pardon, sur eux. Mais, par souci d'ordre, on dit qu'il y a quelqu'un à la tête d'une famille. Et la personne qui est à la tête de cette famille, c'est qui? C'est l'homme. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous, les femmes, nous devons nous soumettre à cet homme. Donc, l'homme aussi doit voir que la femme qu'il aime n'est pas son esclave. C'est vrai que
quand la femme n'est pas soumise, le mari n'aime pas la femme. Quand il maltraite la femme, ça peut amener la femme à ne plus le respecter. Une femme qui a un mari sous là. À ne plus, à ne pas. Oui, peut-être. Parce que pourquoi au départ c'était lovey, oui. Et puis ça change. Parce qu'il y a toujours un truc. Voilà, maintenant. Et c'est quand il y a les problèmes maintenant, et c'est quand il y a les problèmes maintenant que chacun doit faire preuve de maturité. Mais au départ, il faudrait que, comme vous avez commencé par cet amour, vous devez continuer. Je suis pas contre. Mais n'oublions pas qu'on dit que la vie de famille, c'est des efforts. C'est des efforts perpétuels qu'on fait. Maintenant, en cours de chemin, il y a eu une rupture d'un côté. Le mari s'est peut-être mis à boire, peut-être qu'il a perdu son travail, ou bien il a trouvé un travail, il s'est mis à boire. Et quand il boit, il est violent. Ça veut simplement dire que la situation a été très mal gérée par le couple. On a mal géré la situation de la perte de boulot. Il faut savoir. C'est pour ça que je voudrais venir au niveau de la soumission. La femme qui voit que son mari a ce genre de problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déduit que comme mon mari, il me tape, ça veut dire qu'il ne m'aime plus et tout ça là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à se soumettre à son mari parce que la Bible qu'on cite nous dit que la femme peut gagner son mari à travers son comportement. Donc ça veut dire que s'il y a une rupture d'un côté ou de l'autre, ça ne va pas amener l'autre conjoint à ne plus continuer à faire son travail. Par exemple, la femme, elle devient, elle se révolte contre son mari et ainsi de suite. Il doit continuer à l'aimer, à lui montrer de l'amour pour la ramener. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, de l'autre côté, quand le mari aussi est défaillant, la femme doit continuer à se soumettre pour le ramener. Et c'est ça qui fait en sorte que le couple fasse des efforts. Au bout du compte, ils obtiennent des résultats et ils deviennent des personnes utiles. Ils deviennent un couple stable. Pour stabiliser son couple, il faut que tout le temps, on essaie de réajuster, on essaie de se réajuster. Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir parce que dès qu'il y a un problème, oh, il est méchant, je ne le respecte plus, je ne te respecte plus, moi aussi je ne t'aime plus. C'est des choses qu'on entend dans les disputes de l'homme et de la femme. Or, on ne se souvient pas qu'on doit faire des efforts. On ne se souvient pas qu'on doit regarder vers la même direction. On doit avoir la même vision. D'accord. Oui. Oui, on doit avoir la même vision. On doit avoir la même vision. On conclut? On conclut que dans un couple réussi, il faut un minimum d'honnêteté. Voilà. Il faut un minimum d'amour et de respect. Quelqu'un qui nous aime est prêt à tout. Donc, si nous aimons quelqu'un, nous savons ce que nous sommes prêts à faire. Si la personne nous aime, elle est prête à faire beaucoup pour nous. Donc, soyons honnêtes, aimons nos partenaires. Le reste des problèmes seront plus faciles à résoudre.